Et donc, cette distinction opérée par Ferdinand de Saussure entre syntagme, l'axe horizontal, et paradigme, l'axe vertical, est tout aussi fondamentale que la distinction pour laquelle Ferdinand de Saussure est le plus connu entre valeur et signification et qui signe le début de la linguistique moderne. Est-ce qu'il y a des questions ? Eh bien, il y en a qui vont bien réussir leur examen de première année. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la théorie de la pertinence. Je suis Steve Oswald, maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Fribourg en linguistique anglaise. Nous avons vu dans la vidéo précédente une théorie de Grice qui nous disait que la communication est une question de reconnaissance d'intention. Sperber et Wilson vont adopter cette idée et développer une théorie dans une direction un petit peu différente qui va s'attacher à considérer ce qui se passe dans la tête des gens lorsqu'ils traitent de l'information, lorsqu'ils communiquent. Leur point de départ, il est assez simple. Il vient d'une constatation qui est assez bien documentée en psychologie, qui est que notre esprit est limité en termes de ressources. On n'est pas des ordinateurs, on peut faire plein de choses de manière très efficace, mais on a des limites. Par exemple, je peux faire une multiplication simple, c'est encore à ma portée, mais dès qu'on rajoute quelques chiffres et qu'on essaie de les multiplier, par exemple 333 fois 822, je suis incapable de lire comme ça quel est le résultat. Par contre, mon téléphone peut le faire instantanément. Donc on a une limite inhérente à notre cerveau dans le traitement d'informations. La deuxième constatation, c'est que la communication fonctionne. C'est-à-dire que si on regarde comment les gens communiquent, la plupart du temps, on a l'impression qu'ils arrivent à se comprendre et que ça ne leur demande pas tant d'efforts que ça. Troisième constatation, lorsqu'on communique, on communique très souvent avec du sens implicite. Or, le sens implicite demande plus d'efforts de traitement. Si je vous dis John est courageux parce qu'il est anglais, si vous voulez comprendre cette phrase, vous devez passer par l'information que tous les Anglais sont courageux. C'est le lien qui manque entre le fait que John est anglais et le fait que John soit courageux. Or, cette information, je ne vous l'ai pas donnée. Je vous ai demandé implicitement de la mobiliser pour pouvoir comprendre le sens de ma phrase. Or, si je vous dis John est anglais, or tous les Anglais sont courageux, donc John est courageux, là, je vous donne toutes les informations sur un plateau et vous avez uniquement à décoder le sens des mots pour comprendre ce que je dis. Donc, un sens implicite demande un peu plus d'effort de traitement. Donc, si on considère que notre esprit est limité en termes de capacité de traitement, si on considère que la communication, malgré tout, fonctionne, et ce, même si elle repose sur le sens implicite pour une grande partie de ce que l'on communique, eh ben, on a le droit de se poser la question comment ça marche. A priori, si nous sommes des machines un peu évoluées qui arrivent à traiter l'information de manière rationalisée, de manière économique, c'est donc qu'il y a quelque chose qui nous permet de le faire. Et ce quelque chose, pour Sperber et Wilson, ça s'appelle la recherche de pertinence. C'est une stratégie d'interprétation que l'on utilise tous les jours, enfin tout le temps quand on communique, et qui fonctionne d'une manière particulière qu'on va essayer de décrire. Alors cette pertinence, tout le monde sait plus ou moins intuitivement ce que ça veut dire, mais dans cette théorie-là, elle a une définition très technique. La pertinence se définit sur deux dimensions. La première, c'est l'effort de traitement dont je parlais avant, et la deuxième, c'est l'effet cognitif. En termes d'effort, une phrase qui contient plus de mots qu'une autre va être plus coûteuse à traiter. Une phrase qui contient des négations, parfois même des doubles négations, est plus difficile à traiter qu'une phrase qui n'en contient pas. Si j'ai envie de dire à mon épouse que je la trouve belle, j'ai plus d'intérêt à lui dire que je la trouve belle plutôt que je ne la trouve pas belle, qui veut dire la même chose. Et donc, a priori, notre esprit va privilégier le traitement d'énoncés qui demandent moins d'efforts parce que c'est plus avantageux d'un point de vue d'économie de ressources. Si je peux arriver à une interprétation en dépensant moins d'efforts cognitifs dans une situation que dans l'autre, eh ben, je vais prendre celle qui me demande le moins d'efforts. Ça, c'est le premier paramètre. Un énoncé va être jugé pertinent s'il ne demande pas trop d'efforts de traitement. La deuxième dimension qui va avec celle de l'effort, c'est celle de l'effet. Alors, un effet cognitif dans la théorie de la pertinence est défini d'une manière assez simple et assez restreinte. Un énoncé est pertinent si, d'une part, il nous apprend quelque chose, ou s'il nous permet
de nous débarrasser d'une croyance que l'on pensait vraie mais qui s'avère fausse, ou si cet énoncé nous permet de renforcer une croyance ou une représentation dont on n'était pas très sûr. À partir du moment où notre esprit va juger que l'énoncé de quelqu'un nous a apporté l'un de ces trois effets, notre esprit va considérer que cet énoncé est pertinent. Bien sûr, les énoncés les plus pertinents seront ceux qui auront un rapport entre effort et effet qui est avantageux, le plus avantageux si possible. C'est donc vraiment une question d'économie. L'esprit n'a pas des ressources infinies. On ne va pas dire qu'il est paresseux, parce que quand vous avez un but à atteindre et que ça demande des efforts, vous allez le faire. Mais par contre, quand on a plusieurs options pour arriver à un même résultat, notre esprit va avoir tendance à choisir l'option la moins coûteuse. Ça ne veut pas dire que les énoncés les plus courts et qui demandent le moins d'efforts de traitement sont toujours les plus pertinents, parce que ça dépend du contexte. Et ça, c'est un élément important dans la théorie. C'est une théorie qui permet de tenir compte des éléments contextuels parce qu'ils ont un rôle important à jouer dans l'interprétation. Je vous donne un exemple assez simple. Imaginez que je demande quelle heure est-il et qu'on me répond, par exemple, il est presque 3 heures. Même scénario, quelle heure est-il? Et on me répond, il est 14h57 et 30 secondes et à peu près, dans 30 secondes, il sera 14h58. Troisième option, il est 14h, 56 minutes, 35 centièmes, 43 millièmes, etc. On a 3 heures différentes qui demandent des efforts de traitement différents. La première, à peu près 3 heures, ne demande pas beaucoup d'efforts de traitement. La deuxième, un peu plus. Et la troisième, encore plus. Maintenant, il y a un contexte où la première sera la plus pertinente. Imaginez que je vais en avion quelque part et que je demande au personnel de navigation quelle heure est-il, parce que je ne suis pas très réveillé, puis je veux juste savoir si on est plus ou moins à l'heure, j'aimerais savoir à quelle heure on va arriver, et puis quelle heure est-il, puis il dit à peu près 3 heures, ça suffit pour mes besoins. Je n'ai pas besoin d'une heure beaucoup plus précise. Et donc cet effort de traitement minime va être satisfaisant par rapport à ce que j'espère en tirer. Si maintenant je suis dans une gare et que je suis à une 50aine de mètres du quai de gare avec mon train, je sais que j'ai un train à 14h58 et que je demande à quelqu'un « Excusez-moi, il est quelle heure ?» et qu'il me dit « Il est 14h57 et dans 30 secondes, il sera 14h58 », même si c'est plus d'efforts de traitement pour comprendre ce qui est dit, ça va être très pertinent pour moi parce que je sais à ce moment-là que j'ai 30 secondes pour courir jusqu'à la porte du train avant qu'il parte. Si maintenant, je travaille au CERN et que je suis en train de mesurer la collision entre les particules et que je demande à quelle heure est-ce que les particules sont entrées en collision et qu'on me répond à peu près à moins quart, évidemment, ça ne sera pas suffisant pour moi, même si ce n'est pas coûteux en termes de traitement, en termes d'efforts de traitement. Par contre, si on me donne l'heure exacte au centième, au millième près et davantage, même si ça demande beaucoup plus d'efforts de traitement, ça sera beaucoup plus pertinent. Donc cette recherche de pertinence, elle tient toujours compte du coût de traitement et des effets escomptés après être passé par ce traitement de l'information. Ce qui fait que dans la communication, on nourrit des attentes de pertinence. À chaque fois que quelqu'un s'adresse à nous, notre esprit va être à la recherche de la pertinence, tenir compte des éléments du contexte pour essayer de prédire dans quelle direction va aller l'échange. Et puis une fois qu'on aura atteint une interprétation qui aura déclenché les effets qu'on avait escomptés, on considérera qu'on a compris. Donc vous l'aurez compris, comprendre, ça veut dire identifier la pertinence d'un énoncé dans le contexte où il a été produit. Ce qui est fondamental dans cette théorie, c'est que cette recherche de pertinence, elle correspond à un fait biologique. On n'y peut rien, c'est comme ça. Expérience, essayez de ne pas comprendre la phrase que je vais prononcer. Vous êtes prêts? Mon pied gauche est légèrement plus long que mon pied droit. C'est pas possible. Vous avez forcément compris ce que j'ai dit, sauf si vous êtes bouché les oreilles, vous avez regardé ailleurs, vous êtes passé autre part. C'est quelque chose qu'on ne peut pas combattre. À partir du moment où notre esprit va détecter qu'il y a une intention communicative quelque part, des ressources vont être mises en œuvre pour essayer de comprendre ce qui a été dit. Alors, comment est-ce qu'on fait fonctionner tout ça avec les questions qui nous occupent, à savoir celle du sens implicite? Si on revient à l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, entre le professeur et l'étudiant, le professeur a dit vous allez réussir votre examen de fin d'année. Cet énoncé, il arrive dans un contexte. Il arrive dans un contexte où le professeur a posé une question, l'étudiant n'a pas répondu, a manifesté qu'il ne faisait pas attention,
Et on voit que le professeur est agacé. Il lève les yeux au ciel, il adopte un ton un peu moqueur, une attitude qui va déterminer la direction dans laquelle la recherche de pertinence va s'effectuer et qui va donc déterminer la direction dans laquelle l'interprétation de son énoncé va aller. Donc on est déjà dans l'attente d'un énoncé qui va dénoter une sorte d'attitude négative, de critique par rapport à l'étudiant. L'interprétation de vous allez réussir vos examens à la fin de l'année, qui est compatible avec cette direction-là, c'est une interprétation ironique et non pas l'interprétation littérale. Et pour revenir à une question qui a été posée précédemment dans une autre vidéo, c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment déterminer laquelle des interprétations possibles de cet énoncé est la plus pertinente dans le contexte. Et ça sera celle qui demande le moins d'efforts de traitement pour le plus d'effets cognitifs dans ce contexte-là. De nouveau, si on se place dans un autre contexte et qu'on prend le même énoncé, peut-être qu'on arrivera à une autre interprétation. Et ça, c'est dû au fait que le contexte lui-même déterminait des attentes de pertinence différentes qui vont faire qu'on arrivera à une autre interprétation. Un autre aspect de la théorie qui est intéressant, c'est qu'elle nous permet de faire des prédictions et d'essayer de comprendre comment on traite réellement l'information. Dans notre vidéo précédente, on a vu, selon le modèle de Grice, qu'on passe, quand il s'agit de sens implicite, on passe d'abord à une interprétation du sens littéral, on se rend compte que dans le contexte, elle n'est pas satisfaisante, et ensuite on passe à un sens implicite. Ce qui supposerait qu'on traite l'information par étapes. D'abord sens littéral, ensuite sens implicite. Malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Il y a des études qui ont été faites, des études expérimentales, qui montrent qu'en fait, le coût de traitement qu'on mesure par le temps de réponse dans certaines tâches, donc le temps que nous prenons pour appuyer sur un bouton, n'est pas forcément plus élevé quand on a compris un sens implicite que quand on a compris un sens explicite. Ça a été fait sur la métaphore ou sur l'ironie, par exemple. Ce qui voudrait dire que la compréhension d'un sens implicite ne demande pas forcément plus d'efforts que la compréhension d'un sens explicite. Et si on repense à cette théorie, ça fait sens. Parce que si on est dans un contexte qui va favoriser la compréhension du sens implicite, eh ben on va y arriver directement. C'est-à-dire qu'on ne va même pas transiter par le sens explicite. Par exemple, si on est en train de discuter du caractère des gens et que je vous dis que mon meilleur ami est un clown, vous allez probablement tout de suite interpréter la métaphore qui suggère que mon ami est rigolo, qu'il est marrant, qu'il aime faire rire les gens. Par contre, si on est dans une discussion qui parle des métiers des gens et que je dis que mon ami est un clown, peut-être que là, l'interprétation la plus accessible et celle qui donnera le plus d'effet, c'est celle qui veut qu'il travaille pour un cirque, qu'il est réellement, littéralement un clown. Donc on s'aperçoit que c'est le contexte qui va déterminer la direction de la recherche de pertinence. Dans une discussion sur des métiers, clown va renvoyer au métier de manière plus accessible, alors que dans une discussion sur le caractère des gens, le mot clown va activer des représentations sur le fait que cette personne est rigolote, etc. Pour revenir à la question, c'est pas parce qu'un contenu est implicite qu'il demande nécessairement plus d'efforts de traitement. Ça dépend du contexte. Parfois oui, parfois non. Ça dépend de ce qui s'est passé avant et des attentes de pertinence qu'on a par rapport à l'énoncé du locuteur. Alors l'un des avantages de cette théorie, c'est qu'on peut analyser différents types de sens explicite ou de sens implicite. On a parlé tout à l'heure d'implicature, mais il y a d'autres types de sens comme la présupposition, les implicatures faibles, tout un tas de phénomènes communicatifs qui sont pertinents et qui font sens, mais qui ne fonctionnent pas de la même manière. Et on peut, avec cette théorie, essayer de les différencier. Un autre aspect qui correspond à des choses qui m'intéressent moi particulièrement dans ma recherche, c'est ce qui est en rapport avec la persuasion. On pourrait se dire que, étant donné que cette théorie de la pertinence nous explique un peu comment l'information est sélectionnée, eh ben, d'un point de vue de la persuasion, ça peut être intéressant de savoir quels sont les messages qui risquent de fonctionner, de convaincre, de persuader, et quels sont les messages qui ne sont pas susceptibles de persuader. On peut comparer différentes options dans des contextes précis pour essayer de comprendre quels sont les messages les plus avantageux. Une des hypothèses que je défends, c'est que plus un message est perçu comme pertinent, plus il sera aussi perçu comme persuasif. Ça, c'est des choses qui ont lien avec l'argumentation, avec le discours politique, etc. Une autre application de cette théorie vient de la perspective développementale, donc la manière dont le langage se développe chez les enfants au fur et à mesure qu'ils grandissent. Parce que les compétences pragmatiques, donc de compréhension du sens complexe, par exemple comme le sens implicite, requièrent bien sûr des compétences linguistiques, mais aussi des compétences psychologiques. Par exemple, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, la capacité de se mettre à la place des autres. Pour comprendre l'ironie,
Si quelqu'un me marche sur le pied et que je dis merci beaucoup, la personne doit se dire que je ne suis pas vraiment en train de la remercier. Et pour ça, pour comprendre que je suis ironique, elle doit se mettre à ma place et se dire que dans un contexte pareil, remercier quelqu'un de nous avoir marché sur les pieds est quelque chose de plutôt irrationnel et que personne n'est censé faire. Et donc, comprendre le sens implicite, ça suppose d'être capable de se mettre à la place des autres. Et ça, c'est une compétence cognitive, psychologique, qui n'est pas nécessairement liée au langage. Il y a donc tout un tas de recherches en psychologie et en psycholinguistique qui explorent ces voies-là. En résumé, la théorie de la pertinence s'intéresse aux aspects cognitifs de la communication, à ce qui se passe dans le cerveau quand on communique. Ah, mais en fait, c'est super intéressant, parce qu'on fait ça tout le temps et on s'en rend pas compte. Ben ouais, la pragmatique, c'est la vie. Générique. Clap.